Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime parler, parler, parler. Elle aime manger plein de bonnes choses à l'apéro. Elle aime la douceur des soirs d'été après la douche et la plage. Écrire, aider l'autre à se comprendre. Elle aime rigoler avec ses enfants, faire l'amour. Écouter Ben Mazué aussi, et penser et réaliser des projets. Bonjour Léna Haig. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de prendre ce temps avec toi pour discuter ensemble de parentalité et le couple dans tout ça. Parce que tu es psychologue pour enfants. On a eu l'occasion de se rencontrer grâce à SEM. Évidemment, c'est des sujets qui me parlent. La question de l'éducation à l'amour, c'est hyper important. Et pour moi, pour ce que je fais au quotidien, et surtout la question du couple dans la parentalité, c'est un sujet essentiel. Alors avant de te faire parler de ce sujet essentiel, est-ce que tu pourrais te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Ça veut dire quoi être psychologue pour enfants? Enfin, je suis psychologue clinicienne initialement. J'ai décidé de me spécialiser dans la prise en charge des enfants et donc par conséquent des familles, puisque moi je reçois toujours les enfants avec leur famille, avec leurs deux parents, puisque je considère que c'est comme ça qu'on va résoudre les symptômes et qu'on va enlever ce qui ne va pas. Enfin voilà, on va travailler sur ce qui ne va pas avec toute la famille, enfin avec les deux parents en tout cas. En travaillant sur l'histoire de l'enfant, comment il se débrouille avec ses symptômes, ce qui se passe pour lui, etc. Je me suis vraiment spécialisée dans la prise en charge des enfants. Je ne reçois que des enfants. C'est ma passion, quoi, de voir ce petit psychisme en construction et de faire le traducteur entre ces besoins ces besoins que les parents ne comprennent pas forcément parce qu'ils ne sont pas formés et puis ils n'ont pas du tout le recul. Et du coup, d'expliquer aux parents, voilà, les besoins de votre petit Léonard, c'est ça. Je vous propose qu'on mette ça en place et pour qu'on retrouve un peu la paix, etc. Donc, ce qui est hyper intéressant dans mon travail, c'est que j'ai effectivement toute cette partie avec les enfants et en travaillant avec les parents, j'ai aussi une partie de ma pratique qui est tournée vers l'adulte, vers la relecture de l'histoire des parents, de ce qui s'est passé pour eux, etc. Et comment, en fonction de leur histoire, ils traversent et ils vivent leur parentalité. Donc tu reçois des enfants, mais tu viens nous expliquer qu'à chaque fois tu demandais que les deux parents soient présents. Alors évidemment, tout de suite, ma question c'est, et qu'est-ce qui se passe quand les couples ont divorcé? Est-ce que les deux parents viennent en consultation auprès de leurs enfants? Et si le père et la mère sont là, ça veut dire que tu reçois aussi des couples, alors comme on peut appeler aujourd'hui, selon le jargon, un couple parental. Comment ça se passe ça, la rencontre avec ces couples-là? Alors effectivement, pour moi, je fais une distinction entre deux couples, quoi, entre les couples conjugaux et parentaux. Enfin, s'ils viennent me voir, c'est qu'ils sont forcément parents, quoi. Et les couples qui sont plus des couples conjugales, mais en tout cas un couple qui essaye de rester, qui est ou essaye de rester un couple coparental. Donc vraiment une équipe autour de l'enfant, une équipe, ce que j'appelle coparentale. Effectivement, moi, j'exige, parce que c'est vraiment une exigence d'avoir les deux parents à la consultation, parce que je trouve que c'est essentiel. En fait, toutes les fois où j'ai eu un peu de flexibilité par rapport à ça, je l'ai toujours regretté, parce qu'en fait, j'ai toujours manqué d'une information. C'est comme si je connaissais que la moitié de l'enfant et des projections qu'on a de lui et de ce que l'enfant projette aussi sur ses parents et du vécu de chaque parent. Pour moi, c'est très important d'avoir les deux parents, de savoir aussi ce que l'autre parent pense de l'autre, dit de l'autre, regarde l'autre et tout. Pour moi, c'est très important. Donc aujourd'hui, sauf si vraiment il y a des injonctions de justice qui font que les parents ne peuvent pas être dans la même salle en même temps, je continue d'avoir cette exigence par rapport aux couples séparés. Et en fait, souvent les couples quand même acceptent tous les deux. Et quand il y a des gros conflits où vraiment pour eux c'est insupportable d'être dans la même pièce, je fais en deux temps. L'idée c'est pas non plus de mettre à jour, enfin de montrer à l'enfant des conflits parentaux horribles à vivre pour lui, donc en tout cas difficile à vivre pour lui.
Donc parfois je reçois le papa avec l'enfant puis la maman avec l'enfant, mais c'est quand même assez rare parce qu'aujourd'hui les parents quand même font attention à bien s'entendre pour leur enfant, prennent des décisions communes, etc. C'est vraiment, c'est assez rare que les parents refusent de venir ensemble quand ils sont séparés. Parfois, quand ils sont pas séparés, le papa travaille trop, la maman pense que le papa sera pas d'accord, etc. Donc moi, je leur dis venez, vous faites venir les papas, puis après moi, je les fais s'intéresser à la consultation, enfin à tout ce qui se passe dans la consultation et tout ce qui se passe pour leur enfant. Les deux arrivent à se mobiliser autour de leur petit, en fait. Pourquoi est-ce que certains parents refusent d'aller voir le psychologue? Et dans un couple, l'un peut être moteur et l'autre va difficilement suivre. Alors pour moi, il y a une première réponse à ça, c'est que la psychothérapie, enfin la psychologie en général, est encore aujourd'hui assez mal vue et assez mal vécue par certaines personnes. En fait, c'est assez rare aujourd'hui les parents qui ne sont pas allés consulter pour leur enfant. Il y en a quand même énormément. Et surtout que moi, je fais beaucoup de guidance parentale. Donc en fait, la guidance parentale, même si on fait du travail de fond sur évidemment les représentations parentales, l'histoire de chaque parent, etc., on a aussi je donne des conseils très concrets. C'est souvent que les parents ont une mauvaise image de la psy, voient ça comme une psychanalyse qui va pas parler pendant toute la consultation, etc. Puis ils arrivent, ils voient que je suis chaleureuse, sympa, que je discute et que je leur demande qu'est-ce qui se passe avec leur petit qui casse un peu les pieds en ce moment. Et dans ce cas, ils se détendent un petit peu, puis ça se passe plutôt bien. Mais est-ce que tu as déjà pu observer que face à une difficulté qu'un des deux parents repère chez leur enfant, ça peut engendrer un conflit au sein du couple? Je m'explique. Tu vois, je vois que mon fils de 4 ans fait des cauchemars. Je dis, mais il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas normal. Et l'autre dit, mais non, il n'y a pas de problème. Et on sent qu'on n'est pas en accord sur le fait qu'il faudrait aller consulter ou qu'il faudrait aller demander de l'aide. Et que ça peut générer de la frustration, de la colère qui vient abîmer la relation conjugale. Bien sûr que la prise de rendez-vous chez un psy peut être tout à fait le moteur d'une dispute, d'un désaccord, etc. Mais c'est pas à toi que je vais... Enfin, tu sais très bien comme moi que quand il y a une difficulté conjugale, tout est prétexte aussi à la dispute, au désaccord, etc. Et finalement, le fait de prendre rendez-vous ou pas chez le psy, c'est un désaccord parmi presque des centaines et des centaines. Et puis, en réalité, quand ils sont dans mon bureau de consultation, après, les parents sont tous les deux contents d'être là pour résoudre le problème, etc. Mais l'accordage relationnel autour de cette prise de rendez-vous a peut-être été compliqué parce que, en fait, toute la relation est compliquée. Parce que le couple, à l'épreuve de la parentalité, enfin, le couple, quand le couple passe à l'épreuve de la parentalité, ça peut être compliqué, quoi. Tu parles d'épreuve de la parentalité. Pourquoi c'est si difficile quand on est un couple d'amoureux, de devenir parent? C'est vrai que le couple aujourd'hui, moi je parle vraiment du couple à l'épreuve de la parentalité, d'un point de vue pratique déjà. Avoir des enfants, c'est avoir moins de temps. C'est avoir moins de disponibilité psychique. C'est être plus fatigué, avoir plus de fatigue. C'est avoir toute la question de la charge mentale qui tourne aujourd'hui beaucoup, mais qui est pour moi aussi, que les couples portent aussi beaucoup tous les deux, parce que chacun des membres du couple porte une forme de charge mentale. Toute l'énergie et tout ce qui nous reste de courage, d'énergie après le travail part aussi dans cette charge mentale. Donc ça, c'est une première chose. D'un point de vue pratique, ça prend quand même beaucoup d'énergie d'avoir des enfants. Il faut voir la réalité des parents qui ont des jeunes enfants aujourd'hui. C'est compliqué, quoi. Il y a aussi, et en plus, donc tout ça est accentué par le fait qu'aujourd'hui, les parents sont pris dans des injonctions complètement contradictoires entre je dois éduquer mon enfant. De fait, je vois comment ça se passe dans la vie. Il ne peut pas être comme ça. Je ne peux pas laisser mon enfant de 2 ans mordre ses copains, me taper, refuser de manger son assiette, etc. Parce que c'est ce que tous les enfants de 2 ans font et c'est tout à fait normal. Ça fait partie de leur développement psychique normal. Donc les parents sont pris dans cet élan de cadre, de limite, et ils sont freinés par des injonctions qu'ils peuvent recevoir de leurs amis, de leur famille, et surtout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Des injonctions à la bienveillance, à la tolérance, à l'impossible fermeté, l'impossible posture cadrante et ferme du parent. Donc, pris dans cette dualité, dans ces injonctions, les parents, au mieux, ne font rien, donc laissent un peu les choses passer. Au pire, refusent tout cadre, toute fermeté.
Et un enfant à qui, depuis l'instant où il appelle les limites, c'est-à-dire à partir entre 1 an et 18 mois, si entre 1 an et 18 mois, on ne lui donne pas cette nourriture-là, cette nourriture de cadre, quoi, cette nourriture psychique, l'enfant continuera d'appeler. Et un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qui appelle les limites, c'est un enfant qui a du mal à dormir tout seul, qui décide d'aller dormir avec les parents. C'est un enfant qui dort très peu, qui mange ce qu'il veut, qui fait des crises, qui est complètement intolérant à la frustration. Et ça, pour un couple, c'est une vraie épreuve. C'est très compliqué de vivre avec des enfants comme ça. Moi, je vois la vie de mes patients. Je leur dis, vous êtes hyper courageux, mais il faut que ça s'arrête tout de suite. Et ça va s'arrêter tout de suite. Vous inquiétez pas, on va faire en sorte que ça s'arrête très rapidement. Et globalement, ça s'arrête très rapidement. Il suffit de remettre du cadre et de donner des conseils très, très précis. Et quand on règle ça, souvent les couples aussi disent on retrouve du temps pour nous, quoi. On savait pas qu'on pouvait en fait encore avoir du temps pour nous alors qu'on était un couple. Ça, c'est vraiment une réussite quand ça se passe comme ça. Ça te parle Évidemment que ça me parle énormément. Et tout particulièrement, aussi c'est marrant, ça rejoint aussi mon expérience de maman. Moi j'ai eu aussi 3 enfants. Et je me rappelle que dans cette période de fusion où on est quand même dans un bien-être aussi d'être dans cette fusion. En tout cas, quand elle se passe bien, c'est quelque chose de très réconfortant. Alors moi, ce que j'ai toujours pensé, c'est que ce besoin de prendre de la distance, ça ne peut pas venir de la mère. C'est-à-dire que j'ai besoin de toi, qui est mon compagnon, toi mon mari, toi le père de mes enfants, pour me sortir de là. Et souvent il y a des pères qui vont dire allez, c'est toi, prends l'initiative, et en fait non, je ne peux pas parce que je suis prise dans cette bulle, dans cette hyper empathie où je me sens bien. Et donc c'est aussi comment le père, enfin l'homme, la figure de père, cette tierce personne, va prendre ce rôle-là de dire allez viens, je t'emmène. Et à l'époque nous on avait un petit rituel, moi j'y pense en fait en t'entendant. C'est qu'après la période d'allaitement, on partait, le père de mes enfants m'emmenait pendant quelques jours dans un hôtel ou dans un petit, même si parfois on a été prendre un hôtel dans la ville dans laquelle on habitait, hein, donc c'est aussi des techniques de parents, mais quand même partir quelques jours juste en amoureux, et ça marquait la fin d'une période de cette fusion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi en tant que maman, je ne pouvais pas moi-même réserver l'hôtel. C'est lui qui pouvait réserver l'hôtel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis complètement d'accord. Et il faut inviter les pères à prendre ça, à prendre ces décisions-là. C'est ça aussi qui va enlever toute cette charge autour des mères. Je suis complètement d'accord. Et puis, il y a autre chose que j'ai pu particulièrement observer dans mon cabinet, peut-être que tu dois le voir aussi, c'est que pour certaines femmes, elles préfèrent rester dans ce lien fusionnel avec l'enfant parce que ce lien-là apporte beaucoup plus de satisfaction que le lien qu'elles ont avec leur propre conjoint. Imaginons que la sexualité n'est pas un lieu de joie, d'épanouissement, mais par contre, de materner son enfant, et donc c'est ce côté charnel quand on materne son enfant, est quelque chose d'épanouissant, elles préfèrent rester avec leur enfant que leur mari parce qu'elles ne sont pas sûres qu'en fait, en se séparant de leur enfant, elles vont y gagner en ayant plus de joie avec leur conjoint, le père de l'enfant. Complètement. Alors, les subtilités relationnelles entre adultes sont beaucoup plus énergivores et demandent beaucoup plus de temps, de broderie affective et relationnelle qu'une relation avec un enfant, avec un tout petit bébé qui n'est que, si elle se passe bien, cette relation, encore une fois, qui n'est que bien-être, satisfaction, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a un vrai sujet du coup autour d'accepter de décentrer l'enfant, enfin de décentrer le couple de l'enfant pour que le couple retrouve sa propre dynamique. On peut en parler ou pas des enfants qui dorment dans le lit des parents? C'est la sexologue qui parle là, qui te pose la question à la psychologue pour enfants. Il y a quand même un vrai sujet. Il y a beaucoup d'enfants qui dorment dans le lit des parents. Et forcément, si on a l'enfant dans le lit des parents, il n'y a plus d'intimité sexuelle, normalement. S'il y en a une, c'est très problématique d'ailleurs. Et donc là aussi, comment l'enfant vient prendre une place au sein des couples. Et au fur et à mesure, ils se séparent. Et comment est-ce que l'enfant prend toute la place au point que le père va dormir sur le canapé? Mais je pense que c'est une expérience qui rejoint énormément de personnes aujourd'hui, avec cette idée que, mais non, il faut rester dans ce moment de fusion avec son enfant, il ne faudrait pas le contrarier, le frustrer, il aurait peur d'être abandonné, etc. Il y a quand même beaucoup aussi d'injonctions qui sont données et qui poussent le père sur le canapé. Alors, évidemment qu'on peut entendre ce que moi j'en pense en tant que sexologue, mais toi, en tant que psychologue pour enfants, qu'est-ce que tu en penses de ce phénomène-là ? Alors déjà par rapport à la fusion dont tu parles, c'est première année de la vie, hein. Ça c'est hyper important, voire 6 premiers mois où effectivement là
le cododo, le fait de dormir avec son enfant dans la même chambre est complètement autorisé, compréhensible. Enfin, autorisé, en tout cas compréhensible et conseillé même quand une maman allait, etc. Enfin, voilà, il y a pas, quand l'enfant est dans la chambre, il n'y a pas de sujet autour de ça dans les 6 premiers mois de l'enfant globalement. À partir de 6 mois, un enfant est tout à fait capable de retourner dans sa chambre, mais même avant en fait. En fait, ça dépend aussi de l'enfant, c'est à chaque couple de trouver son équilibre. Donc, la fusion, c'est évidemment pas après un an. Enfin, après un an, l'enfant appelle autre chose que la tendresse, que l'amour, etc. Enfin, il l'appelle toujours, mais il y a d'autres enjeux relationnels qui viennent se greffer à cela. Pour moi, il y a évidemment, je trouve que c'est catastrophique. Enfin, ça a des conséquences catastrophiques de dormir avec son enfant, mais pas que de dormir. C'est aussi de prendre le bain, exposer la nudité, etc. Moi, je répète beaucoup à mes patients, papa et maman, enfin la nudité de maman, c'est que pour papa, et la nudité de papa, c'est que pour maman, ou c'est que pour son amoureuse, quoi, si les parents sont séparés ou son amoureux. Mais c'est pas du tout pour les enfants. Ça, c'est très très important. Et ça fait lien. Du coup, ça fait le lien avec un premier axe de réponse qui est le fait que aujourd'hui, si les enfants dorment avec leurs parents, c'est aussi parce que les parents à un moment n'ont pas réussi à dire non, ça c'est pas possible, parce qu'ils se sont dit il a besoin, il fait des cauchemars, comment je vais faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc. C'est que la parole rassurante n'a pas eu assez d'effet et que les parents ont eu besoin de la mettre en acte en se disant je vais te montrer que vraiment t'es pas tout seul. Alors qu'en fait, un enfant peut tout à fait recevoir une parole rassurante et qui donne confiance. C'est clair ça ? Donc il y avait la question de l'éducation est centrale. C'est-à-dire que les parents aujourd'hui, ils savent pas faire, ils savent plus faire, ils osent plus faire, ils sont perdus et tout. Mais une fois qu'on a résolu cette question-là de l'éducation, qui peut se résoudre assez facilement, il y a quand même des parents qui résistent et qui me disent « mais je n'arrive pas à envoyer mon petit dans sa chambre ». Il y a aussi la question de qu'est-ce qu'il ressent le petit, c'est-à-dire l'enfant. Est-ce que l'enfant ressent ce manque d'envie d'un des deux parents de dormir l'un avec l'autre ? Enfin, moi, pour rien au monde, j'accepterais que mon mari aille dormir dans le canapé et dorme loin de moi parce que mon enfant est là, sauf si... Enfin bon, non, voilà, j'accepterais pas. Donc, à quel prix, enfin, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter c'est que ça doit vraiment pas être très joyeux de dormir ensemble. Voilà, c'est en gros, c'est ce que je veux dire. Je sais pas si c'est très clair. Mais il y a aussi autre chose. Donc, du coup, explorer la forme, l'éducation, comment on va résoudre concrètement, avec des règles, etc. Mais résoudre aussi le fond, parler du fond. Pourquoi ça vous embête pas de pas dormir avec votre mari, madame ? Voilà. Et en fait, les parents, très souvent, quand ils creusent, et en tout cas quand je les invite à creuser entre eux, découvrent qu'en réalité, ils ont plus vraiment de plaisir à dormir ensemble. Ça les intéresse plus trop. Finalement, lui, il rentre tard du boulot. Puis du coup, ça l'arrange bien, puis il part tôt. Puis il regarde des films en décalé avec la mère. Donc finalement, la mère, elle a plus le rythme du bébé, enfin de l'enfant. Donc finalement, le conjoint de la mère devient l'enfant, parce qu'en fait, c'est avec elle qu'il fait des bisous le soir, qu'il regarde un film et que parfois même il dîne. Enfin, où il dîne, il regarde un film et il fait des bisous. Donc l'enfant perd sa place et du coup sa place d'enfant. Donc du coup, tout se mélange. Qui est adulte, qui est enfant. Voilà, donc c'est constat catastrophique. Mais encore une fois, il faut travailler sur qu'est-ce qui se passe vraiment pour les enfants. Je voudrais vraiment revenir sur un point que tu as évoqué assez rapidement, mais peut-être qui peut interpeller celles et ceux qui nous écoutent. Tu dis la nudité, elle est réservée pour son conjoint, qu'on n'a pas à se montrer nu, et même à partir d'un certain âge, tu parles à peu près d'1 an, d'arrêter de prendre des bains avec son enfant et de réserver cette nudité au sein du couple. Est-ce que tu peux expliquer davantage pourquoi c'est important, selon toi, en tant que psychologue ? Au moment de l'apprentissage, donc à peu près aux alentours entre 1 et 2 ans, au moment de l'apprentissage des limites, les limites ont besoin de s'exprimer aussi dans les espaces géographiques de la maison, dans les espaces géographiques domestiques. Je ferme la porte à clé parce que là, c'est mon moment à moi, donc j'ai pas envie que tu rentres. Je sais que c'est compliqué, je sais que tu râles, que tu vas râler et tout, mais c'est pas grave. Et l'enfant va râler 1 fois, 2 fois, puis après il va aller jouer dans sa chambre et ça va très bien se passer. Et ensuite, les habitudes vont rentrer. Donc vraiment, les limites s'apprennent aussi par les limites géographiques domestiques. Et aussi par les limites relationnelles et par les délimitations, les espaces de chacun. Là, c'est l'espace de papa et maman. Là, c'est l'espace de Léonard. Là, c'est l'espace de Clotilde. Voilà. Mais là, c'est papa et maman. Et l'enfant va aussi intérioriser ça au moment de l'éducation, enfin de l'apprentissage du cadre. Mais donc, si l'enfant n'a pas reçu ses limites, à la fois
d'espace et des limites corporelles, les conséquences sur lui vont être lesquelles ? Ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est fondamental, et c'est ce pourquoi j'en parle au quotidien, c'est parce que les limites sauvent les enfants et les limites rendent tellement service aux enfants. Les enfants sont tellement heureux d'avoir ces limites parce qu'ils apprennent à se comporter en société. J'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça, parce qu'on me l'a dit, donc je vais vivre ma vie, quoi, et sans me demander tout le temps jusqu'où je peux aller. Où sont les limites de ma puissance ? Jusqu'où je peux aller pour... où est-ce qu'elle est la limite, quoi ? Là, les enfants le savent et du coup, ils vivent beaucoup plus librement. Donc, quelles sont les conséquences ? Je dirais que c'est des enfants et des ados, hein, après il y a l'adolescence, et des futurs adultes qui savent plus très bien ce que c'est les limites de leur propre espace corporel, de leur propre espace psychique, de leur propre espace géographique, etc. Voilà, En fait, il faut vraiment comprendre que l'enfance ne sert pas qu'à vivre des moments heureux. L'enfance prépare à la vie d'adulte. Vraiment. Et donc, quand on devient parent, quand on est très amoureux et qu'on devient parent, on pense surtout à ça, ça va être trop bien les 6 premiers mois, etc. Bon, déjà, il y a la première douche froide où les parents, finalement, trouvent pas que c'est si bien les 6 premiers mois. Puis après, il y a un deuxième enjeu aux alentours d'un an. Il faut qu'on éduque, etc. Mais c'est ça, en fait, l'enfance. C'est pas que passer des bons moments, faire des bisous et regarder des dessins animés, quoi. C'est ça aussi, évidemment, sinon c'est pas drôle, mais c'est aussi l'apprentissage de la vie en société. Mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est si difficile pour de nombreux couples aujourd'hui de devenir parents, parce qu'on fantasme l'arrivée d'un enfant en disant que ça va être une expérience de bonheur, d'épanouissement, de joie, en fait surtout de bien-être. Je pense que on imagine que c'est un lieu de bien-être et puis on se rend compte que pas spécialement, parce que mettre des limites à son enfant, il peut râler, il peut être en colère et il faut être quand même solide pour cela, et on aura envie de ne pas lui en mettre pour passer un moment juste agréable ensemble et fun. Donc moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que le fait de ne pas en mettre pour finalement son propre confort à soi, au départ d'adulte, va engendrer de l'angoisse chez l'enfant qui fait qu'il va avoir un comportement difficile. Et puis, on va finir par entendre cette phrase, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue autour de vous, c'est « mes enfants sont insupportables ». Alors moi, ça me donne des frissons quand j'entends ça, parce que les parents qui disent « on a des enfants difficiles ». Ils sont insupportables. Qu'est-ce que tu réponds, toi, quand tu entends ces parents dire ça de leurs enfants, parfois des petits-enfants qui ont déjà ces paroles-là d'adultes sur eux ? En réalité, c'est pas l'enfant qui est insupportable, qui épuise les parents, qui est pénible avec les autres et tout. C'est les parents qui n'ont pas encore identifié le besoin de l'enfant. Une fois qu'ils vont l'identifier, qu'ils vont répondre, les enfants seront plus insupportables. N'oublions pas que le rôle des enfants, c'est d'exprimer des besoins. Le rôle des parents, c'est d'y répondre. Et moi, nous, les psys, pour enfants, notre travail, c'est de traduire entre les deux. Effectivement, les parents projettent beaucoup de bien-être et tout. Moi, je fais partie dans mon groupe d'amis, des filles qui ont eu un enfant en premier. Enfin, je crois que j'ai eu mes enfants avant un peu tout le monde. Et ils rigolent un peu, mes amis, de voir que je suis assez sarcastique sur la vie avec des enfants, etc. En fait, en réalité, je suis pas vraiment sarcastique. J'accepte et j'accueille plutôt l'ambivalence, ce qui est différent. C'est-à-dire que on peut aimer plus que tout au monde nos enfants, décider d'en faire 1, 2, 3, 4, parfois 5, et décider de toujours accueillir, que c'est incroyable d'avoir des enfants, tout en se disant souvent, là j'en ai marre, finalement c'est pas ça trop mon bien-être, quoi. Enfin, c'est pas vraiment ça que j'ai décidé pour ma vie, et c'est pas l'organisation qu'il me faut, et là j'ai pas très envie d'être avec eux pour l'instant, et là cette période-là elle est compliquée avec lui, mais ça ira mieux demain, etc. Donc l'acceptation de l'ambivalence est hyper importante, et je trouve qu'on découvre l'ambivalence. L'ambivalence, je rappelle, c'est la cohabitation de 2 sentiments et de 2 émotions opposées. J'aime tellement mes enfants, mais en même temps, j'aime tellement quand ils partent, quoi. Enfin, j'aime tellement le matin quand j'ai déposé à l'école, et je suis tellement contente de les retrouver le soir, mais en fait, voilà, il y a un peu ces 2 émotions qui cohabitent, d'accord ? Donc, on oublie qu'il va y avoir cette ambivalence. Donc cette ambivalence effraie un petit peu quand elle arrive au début de la vie, parce qu'elle arrive très très rapidement en réalité. Presque même des mères décrivent l'ambivalence à la maternité. Je sais pas si toi tu vois ce que je veux dire, mais il y a voilà, on peut se dire oula, mais en fait ça y est, mon bébé il est là pour toute la vie, ça va être compliqué et tout. Bref. Donc l'accueil de l'ambivalence c'est hyper important personnellement, mais aussi en couple. D'accord ? Je trouve que ça c'est très important. Et juste pour continuer là-dessus, ça répond à ta question. Il y a aussi quelque chose de très important, je trouve, c'est que le couple est mis à l'épreuve dans la parentalité, alors qu'en fait, c'est un très très bon allié dans la parentalité.
Le papa et la maman sont extrêmement complémentaires, d'accord? Et moi, je le répète à longueur de consultation, papa et maman n'ont pas le même rôle. Déjà parce que, comme je vous ai expliqué au début de notre échange, déjà parce que ils n'ont pas la même réalité biologique, et en plus parce qu'ils n'ont pas la même réalité organisationnelle, professionnelle, etc. Donc le père et la mère ne peuvent pas avoir les mêmes réponses au même moment, puisque ils sont différents initialement et en plus dans leur posture. Donc moi je trouve qu'il faut se servir de cette différence, de cette altérité, etc. au service de l'éducation et de l'enfant. Attends, tu dis qu'on peut se servir de cette différence, mais elle est souvent un lieu de conflit. Comment t'éduques les enfants? Je ne suis pas d'accord. Tu les laisses toujours regarder les écrans. Tu leur fais bouffer n'importe quoi. Et en fait, on va utiliser l'éducation des enfants comme un lieu aussi de conflit. Ou en tout cas, on va avoir des conflits à propos de l'éducation des enfants. C'est quand même compliqué pour deux personnes qui ont une histoire différente, un vécu différent, d'essayer d'imaginer ensemble la façon dont ils vont éduquer leurs enfants. C'est le lieu de conflit peut-être par excellence. Parce que déjà, c'est un lieu qui vient réveiller notre histoire. Mais pas juste notre histoire, ce qu'on a fait dans la vie, notre histoire profonde de nos premières relations affectives avec nos parents et aussi de l'image du couple parental qu'on a eu. Ça, c'est aussi hyper important. Donc comme ça vient réveiller un peu toutes ces premières relations précoces, ces représentations que chaque parent a du couple et de l'éducation, c'est très ancré et donc très difficile à détricoter, je dirais. Mais en fait, ce qui est très important du coup, c'est de mettre à jour ce qui se passe pour les parents. Moi, je dis vraiment cette expression de mise à jour, c'est-à-dire, ok, quand Théo il fait ça, monsieur, vous dites rien. Pourquoi vous dites rien quand il mord la maîtresse, alors que vous, madame, vous supportez pas, quoi. Et là, le père peut très facilement dire parce que moi, l'école, c'était hyper compliqué, en fait. Et du coup, j'ai jamais envie que l'école soit un lieu de conflit. Donc, je préfère rien dire. Comme ça, il associe pas l'école avec un mauvais moment. Et on verra comment ça va évoluer. Moi, je rappelle que ça va de toute façon mal évoluer, enfin pas bien évoluer si on ne met pas de limite à cet endroit-là. Mais du coup, on peut encore plus comprendre le père et dire je comprends tellement, tellement, tellement à quel point là, l'éducation scolaire, enfin la scolarité peut être un lieu de souffrance. Mais là, monsieur, il y avait votre histoire. Et maintenant, il y a l'histoire de votre petit Théo et il faut vraiment les différencier. Et une fois qu'on a différencié cette histoire, il m'arrive aussi parfois de demander à la mère, ou en tout cas à l'autre couple, de venir soutenir monsieur. Enfin, voilà. Voyez, quand Théo il fait ça, pour monsieur c'est difficile de punir ça, par exemple, et ben vous allez l'aider, vous allez y arriver. Très souvent, les mères négocient énormément, d'accord? Elles ont beaucoup plus de patience, tout ça, aussi lié à tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Et donc les mères m'expliquent, ça peut arriver qu'elles disent j'ai du mal à être ferme parce que moi, on m'a imposé les trucs sans jamais rien m'expliquer. C'était trop dur. Donc moi, je veux tout expliquer tout le temps à mon enfant et vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez, de toute façon, enfin, soit elles le disent pas, mais je le comprends, je changerai pas en fait. Et bon, après leur avoir expliqué que c'était fonctionnel ni pour l'enfant, ni pour le couple, ni pour le parent, etc., ni pour l'école, ni pour rien, elles comprennent. Et moi, du coup, j'invite le père, en tout cas le père de l'enfant, enfin, pas forcément le conjoint, mais le père de l'enfant, à avoir cette démarche très empathique, en disant vraiment, à chaque fois qu'il va vraiment changer de regard, je sais que ça va être dur pour toi à cet endroit-là, je vais t'aider, d'accord? Quand l'enfant va essayer de négocier, je vais simplement dire, ok, t'écoutes maman, tu vas dans ta chambre. Comme ça, on coupe court à la négociation, sans dire, bah voilà, tu négocies encore, alors que la psy, elle a dit qu'il fallait pas. Voilà, vraiment cette question de faire équipe, c'est vraiment essentiel. Mais on ne peut faire équipe que si on décide de comprendre l'autre, de l'envisager avec amour, en tout cas avec tendresse, de le comprendre et d'accepter de faire équipe, de le porter et d'être complémentaire. Moi, je trouve que ça, c'est très important. Et ça, c'est plus difficile quand on est séparés, c'est sûr. Mais je peux croire encore à des pactes un peu d'amour, de tendresse, même entre parents séparés, autour de l'enfant, encore une fois. Quand j'écoute ce que tu nous partages, je me dis à quel point l'aventure de la parentalité peut être formidable à vivre pour un couple. Et aujourd'hui, on l'envisage beaucoup comme une épreuve, comme quelque chose de difficile, épreuve dans le mauvais sens du terme, dans le côté où ça va vraiment être un lieu de conflit, mais ça peut être autrement. Et je ne sais pas si ça te parle, ce que je vais te partager là, mais même en tant que maman de 3 enfants, je suis
très dérangée par tout le discours actuel sur la parentalité qui semble être extrêmement difficile, compliqué, un lieu de tension. Il y a quand même aujourd'hui, il y a une contradiction. C'est qu'à la fois, on nous dit que c'est un lieu béni et donc de bien-être. Et puis après, hop, on part dans le sens en disant mais c'est tellement difficile. On va vous dire à quel point c'est tellement difficile. En tout cas, ça ne rejoint pas du tout mon expérience de femme et de mère, du tout. Parce que je pense qu'avec cette perspective que tu apportes là, ça peut se vivre dans la paix et dans la joie, cette affaire. Et que les enfants peuvent être quand même bien dans leur peau. Moi, j'ai même des adolescents aujourd'hui à me dire « Ah, des ados, mais c'est terrible, ils ont un âge ingrat. » Ben non, en fait, on peut avoir une belle relation avec ces adolescents. C'est pas obligé de mal se passer, quoi. C'est ça que je veux dire. Et peut-être même, j'ai même envie de pousser la chose plus loin, en t'entendant, c'est pas normal que ça se passe mal. C'est pas normal que ce soit un lieu de souffrance et c'est pas normal que ce soit un lieu qui sépare cet homme et cette femme qui se sont tellement aimés qu'ils ont voulu donner la vie. Mais oui, mais je suis à 100% d'accord avec toi, la parentalité, en fait, mais la vie en général, hein. La vie doit quand même bien se passer. Si elle se passe mal, s'il y a des choses qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer, il faut décider de prendre un chemin différent pour faire en sorte que ça se passe bien. La parentalité, c'est la même chose. Si on répond aux besoins de nos enfants et que nos premières relations précoces, quand on était enfant et que ce qu'on vit en couple, etc., ne vient pas trop effracter cette relation avec nos enfants, ça peut très, très bien se passer. Et vraiment, moi, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que ça doit bien se passer. Ça doit bien se passer. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre une seule seconde quand il y a des nœuds relationnels et des symptômes des enfants, et du couple aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on ne peut pas gâcher une relation, etc. Une relation se gâche très très rapidement. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un peu quelque chose où tout est à jeter dans la parentalité, quoi. J'en peux plus. D'ailleurs, il y a des mères qui parlent du regret maternel, etc. Pourquoi pas, mais est-ce qu'elles parlent du regret maternel parce que aussi elles sont emportées dans cette vague d'ambivalence, de désapprobation presque de la parentalité. Moi, je parle vraiment d'ambivalence, comme je te disais tout à l'heure, ce qui est très différent, c'est-à-dire juste accepter qu'il y a ces deux mouvements sans en parler pendant des heures et sans reconnaître que le mouvement, il revient, c'est un mouvement, quoi. L'ambivalence, c'est vraiment un mouvement. Donc il y a cette question-là, et il y a aussi le fait que quand ça va pas, mais encore une fois, c'est comme dans la vie, il faut agir, il faut comprendre pourquoi ça ne va pas et faire en sorte que ça aille mieux. Et je vais même un peu plus loin d'ailleurs, quand moi je trouve que de s'aimer, d'être tendre en couple, c'est aussi un très bon exemple en fait qu'on donne aux enfants. Pas seulement un exemple il n'est pas question de rester ensemble pour les enfants, de rester ensemble pour montrer aux enfants que c'est possible, etc. Pas du tout. C'est le fait que les enfants puissent vivre l'expérience de la tendresse et de l'amour dans leur couple, dans le couple parental. L'expérience de l'amour et de la tendresse en vérité, d'accord ? Donc le fait de vraiment partager et aussi parfois de décider que c'est plus l'endroit pour aimer le couple et qu'il faut aller aimer ailleurs, qu'il faut aimer différemment avec quelqu'un d'autre, etc. Mais l'expérience d'avoir un couple parental vivant, en fait, vivant, avec un amour qui est vivant, une tendresse qui est vivante, pour un enfant, c'est fondamental. Je pense vraiment que ça donne vie à ses sentiments et finalement, c'est même dans le cas de parents séparés. Ce qui fait souffrir les enfants, c'est pas d'avoir des parents séparés. Ce qui fait souffrir les enfants, c'est tout ce qui s'est passé avant, les conflits, la violence, etc. Et ce qui se joue aussi beaucoup après. Ils se parlent pas, les parents qui se parlent pas, les parents qui se déchirent, qui s'insultent, qui se font passer des messages à travers les enfants, etc. Ça fait mal aux enfants. Et ça c'est pas faire vivre l'amour vivant, quoi. On a envie de parler des heures avec toi, comme avec tous mes invités, mais c'est génial. Je voudrais te poser cette question que je pose toujours à la fin de ces rencontres, de ces conversations. S'il y avait une chose que tu voudrais transmettre aujourd'hui, que tu aurais bien voulu entendre d'ailleurs à l'époque, mais tu as comprise, là, ces dernières années, ce serait laquelle ? Moi, j'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de parler d'affection, j'ai envie de parler de tendresse, j'ai envie de parler des enfants, j'ai envie de parler de... Il y a tellement, tellement, tellement de sujets hyper importants. Peut-être que je parlerai dans mon métier en tout cas, s'il y a bien deux choses dont j'ai envie de parler, c'est vraiment
les chantiers dans la parentalité qui sont le premier chantier relationnel qui est celui de donner de la tendresse, de l'amour, de la réassurance. Ça, les parents le font globalement très bien. Et le deuxième chantier qui est celui des limites, du cadre, de la fermeté. Et une fois qu'on a ces 2 chantiers-là, l'enfant, globalement, il est disponible pour vivre sa vie efficacement et de manière harmonieuse. Et il a toutes les clés pour être heureux. Donc, je dirais que dans mon travail, je dirais ça comme conseil. Enfin, comme ce que j'ai envie de crier au monde. En tout cas, merci infiniment pour tout ce que tu nous partages. C'est passionnant et je sens qu'on va vraiment encore vouloir poursuivre ces échanges. On aura d'autres occasions. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu nous as apporté aussi par rapport à la relation des couples. On aura envie évidemment de te faire parler des enfants aussi dans ce qu'ils vivent. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, de repartager ensemble. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble,